Gérald. Allez, viens. Regardez-moi ces yeux de chasseur déterminé. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Olifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le prouve cette modeste petite mise en scène, nous allons parler de The Witcher. The Witcher ou la saga du sorceleur qui a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps avec la série Netflix, mais qui avant ça était un jeu vidéo et qui, encore avant ça, à l'origine, était une série de livres écrits par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Désolée pour la prononciation, je pense que c'est totalement incorrect. Outre le fait qu'elle fasse l'actualité, c'est une saga dont je voulais vous parler depuis un bout de temps. Il y a beaucoup de choses, même dans ma vie personnelle, qui font que j'y suis très attachée. Si vous avez aimé la série ou si vous avez aimé le jeu vidéo ou les deux, je pense que ça vaut vraiment le coup que vous vous lanciez dans les romans et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. The Witcher, donc en français Le Sorceleur, est une saga de fantasy en 7 tomes, plus un 8e un petit peu bonus qui est sorti plus récemment. La saga se déroule sur un continent où vous avez le Nord qui est composé d'une multitude de royaumes plutôt désunis mais relativement en paix, de création plus ou moins récente. Vous avez la Témérie, vous avez la Redanie, vous avez Cintra, vous avez Aerdrin et d'autres. Alors que par contraste, au sud, vous avez un empire quasiment unique, l'empire de Nilfgaard, qui s'est étendu en fait en phagocytant les royaumes alentours et qui aujourd'hui a potentiellement pas l'intention de s'arrêter là. À côté de ça, dans cet univers, vous avez une confrérie des magiciens, vous avez des mages et des sorcières qui jouent un rôle relativement politique puisque les membres les plus éminents d'entre eux sont placés dans les différentes cours royales, ce qui fait qu'ils vont avoir un rôle à jouer en fait dans la scène politique de cet univers. Mais tout ça, Gérald de Rive s'en fiche puisque lui, il est sorceleur, c'est-à-dire un chasseur de monstres qui parcourt le pays et qui vend ses services aux plus offrants, à savoir qu'il tue des monstres divers et variés, loups-garous, striges, spectres, ghouls, en l'échange d'une rémunération. Dans The Witcher, vous allez donc suivre les aventures de Gérald de Rive, vous allez le suivre au gré de ses missions et de ses chasses aux monstres qui vont lui donner l'occasion de rencontrer divers personnages parmi lesquels la magicienne Yennefer, mais aussi la magicienne Triss ou encore le barde Jaskier. C'est au gré de ces rencontres que la destinée assez spéciale du sorceleur Gérald va se dessiner, ainsi que celle de la petite Ciri qu'il va être amené à prendre sous son aile. Avant de vous dire pourquoi vous devez absolument lire ces livres, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'histoire de cette saga puisque je trouve qu'elle est assez particulière. Et pour commencer, je vais vous parler un petit peu de son auteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Andrzej Sapkowski, qui est donc polonais, n'est pas à la base écrivain de métier. Par contre, c'était depuis sa jeunesse un grand fan de littérature, de l'imaginaire. C'est quelqu'un qui travaillait comme commercial dans une entreprise et il a commencé l'écriture en fait en traduisant en polonais des œuvres de fantasy et de science-fiction. Et puis un jour, il a eu envie de se lancer et il a participé à un concours de nouvelles en Pologne en 1985 et c'est comme ça qu'il a inventé The Witcher. Il n'avait qu'une trentaine de pages pour convaincre son lectorat et pour ce faire, il a choisi d'adopter un angle un petit peu accrocheur et celui qu'il a choisi, c'est l'angle de la réécriture de contes. C'est pour ça que les deux premiers tomes de The Witcher sont en fait des recueil de nouvelles avec de nombreuses références à des contes que nous connaissons bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier épisode de la série, le personnage de Renfri fait beaucoup penser à Blanche-Neige. Vous avez aussi des références à La Belle et la Bête, même si on ne le voit pas trop dans la série, mais c'est présent dans le livre. Vous avez des références à Aladdin, on pense par exemple à l'épisode avec le djinn. En fait, il est parti d'une idée simple, c'est que souvent
souvent dans les contes que nous aimons bien, vous avez des personnages relativement faibles qui, par la ruse ou par des astuces un petit peu forcées, triomphent de créatures absolument effrayantes telles que des dragons par exemple. Et lui, il a décidé que tout ça c'était un petit peu incohérent et que de base, si on veut affronter des monstres surpuissants, eh ben, qui est-ce qu'on va appeler un professionnel? Et lui, il a décidé d'inventer le professionnel tueur de monstres, c'est-à-dire le sorceleur. Oui, allô, bonjour, j'ai un problème dans mon jardin. 6. Des goules, oui, c'est ça. Envoyez quelqu'un rapidement s'il vous plaît. Avec cette nouvelle, il a gagné la 3e place et surtout son texte a eu un succès assez retentissant auprès du public et du coup il a décidé d'écrire une autre nouvelle puis une autre nouvelle et c'est comme ça qu'est née la saga. À l'époque, en Pologne, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays européens encore aujourd'hui, la fantasy n'avait pas très bonne réputation et c'est ce qui a donné envie à Andrzej Sapkowski de se lancer le défi de créer une grande saga de fantasy polonaise, de donner en fait à son pays une grande saga de fantasy nationale. Petite anecdote amusante, il a écrit en fait l'ensemble de la saga The Witcher très rapidement, entre 1993 et 1999, donc en quelques années. Pour 7 tomes, c'est pas mal hein, quand on pense à notre ami George Martin. Il a écrit aussi rapidement, c'est entre autres parce qu'il avait en tête sa propre frustration de lecteur, puisqu'il a le souvenir d'avoir été à sa librairie et d'en être reparti bredouille, désespéré parce que le prochain tome des Princes d'Ambre de Roger Zelazny n'était pas encore sorti. Donc voilà, il a voulu faire un beau geste et il a écrit très rapidement l'ensemble de la saga pour satisfaire les fans. Il ne vous aura pas échappé que le succès de The Witcher est notamment dû à son adaptation en jeu vidéo. Adaptation qui a été faite par un studio également polonais appelé CD Projekt Red. Et de manière assez surprenante, il faut savoir que pendant très longtemps, Andrzej Sapkowski, l'auteur, a été plus qu'en froid avec les créateurs du jeu vidéo. Origine vers l'année 2000, CD Projekt Red est allé voir Andrzej Sapkowski en lui expliquant qu'ils avaient le projet d'adapter The Witcher en jeu vidéo. À ce moment-là, Andrzej Sapkowski a accepté en fait une somme fixe d'argent en l'échange des droits d'adapter The Witcher. Il a donc renoncé à percevoir des royalties, c'est-à-dire un pourcentage sur les futurs gains que ferait CD Projekt Red grâce à son jeu vidéo, ce qui lui avait été proposé à l'origine. Ce qui veut dire que paradoxalement, l'auteur ne croyait pas en fait au succès de l'adaptation de sa propre œuvre et n'a pas cru non plus au succès international d'un petit studio national. Il se trouve que les traductions dans d'autres langues que le polonais du sorceleur ont en fait plus ou moins coïncidé avec la sortie des jeux de CD Projekt Red. Jeux vidéo ayant un succès certain, celui-ci s'est répercuté sur les livres où à minima le succès des livres et des jeux vidéo se sont auto-alimentés. Je trouve que Sapkowski a très mal vécu le fait que les jeux vidéo prennent presque le pas sur ses livres puisque un certain nombre de personnes ont pensé en fait que les livres The Witcher étaient des adaptations du jeu vidéo et non l'inverse. Et ça, en tant qu'auteur, eh ben, ça lui a fait un petit peu mal. Sapkowski aurait totalement pu faire le choix de s'impliquer davantage dans la réalisation des jeux vidéo. D'ailleurs, ceux-ci s'en seraient peut-être retrouvés enrichis. Sauf que c'est quelqu'un qui, a priori, n'aimait pas les jeux vidéo. Après, il est un petit peu revenu sur ses propos et il a dit qu'en fait, il n'avait juste aucun intérêt pour les univers vidéoludiques. Par comparaison, vous avez des écrivains qui ont choisi de beaucoup plus s'impliquer dans l'adaptation de leur œuvre en jeu vidéo. Par exemple, citer l'auteur de 2033, Dmitri Glukhovsky. Je suis désolée, c'est très difficile à prononcer. D'ailleurs, cet auteur a tenu des propos assez acerbes envers Sapkowski en disant que franchement, il avait complètement loupé quelque chose en ne s'intéressant pas au projet de CD Projekt Red. A priori, Sapkowski ne croyait tout simplement pas en l'adaptation de son œuvre en jeu vidéo. Il n'avait pas la conviction qu'un jeu vidéo pourrait proposer suffisamment d'épaisseur narrative pour valoir en fait toute
toute la richesse qu'on pouvait retrouver dans un livre. Que face au succès retentissant des jeux vidéo, Sapkowski s'en est un petit peu mordu les doigts et après coup, il est venu retaper à la porte de CD Projekt Red en leur demandant une somme d'argent significative en 2008. Il estimait en fait avoir été lésé et ne pas avoir été assez payé pour l'adaptation de son œuvre. Alors que c'était lui-même à l'époque qui avait décidé de comment il allait être payé. Mais bon, mais finalement, bonne nouvelle, la magie de Noël a opéré. Fin décembre 2019, l'auteur et l'éditeur de jeux vidéo se sont réconciliés. Ils nous annoncent que désormais ils vont travailler main dans la main et ce a priori pour produire un nouveau jeu vidéo The Witcher, donc potentiellement un The Witcher 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sapkowski a travaillé avec Netflix pour la production de la série. Je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup j'ai l'impression que Sapkowski il a raté l'occasion en fait de piloter l'émergence d'un univers transmédia cohérent, d'un univers en fait The Witcher qui se serait répondu entre le livre, le jeu vidéo et la série et qui du coup à mon avis aurait pu être hyper riche et hyper intéressant. Bon, l'histoire s'est fait comme ça et avec la suite de la série et peut-être un nouvel opus en jeu vidéo, je pense que l'univers de The Witcher nous réserve encore de très belles choses. Après vous avoir parlé de l'auteur et de sa relation avec le jeu vidéo, je vais m'attarder quelques minutes sur ce dernier. CD Projekt Red a sorti 3 principaux jeux The Witcher, donc le premier The Witcher qui est sorti en 2007, Assassins of Kings qui est sorti en 2011 et enfin le célébrissime Wild Hunt qui est sorti en 2015. Les jeux ne sont pas réellement une adaptation des livres. En fait, le studio polonais a fait le choix de créer des histoires supplémentaires dans l'univers de The Witcher. Et plus précisément, l'ensemble des 3 jeux se déroule après la fin de la saga version livre. Pour faire simple, les jeux vidéo sont donc une suite des livres imaginés par CD Projekt Red. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'ai joué aux jeux vidéo et je trouve que le succès qu'ils ont rencontré est amplement mérité. CD Projekt Red a fait un travail incroyable, notamment du point de vue des environnements, de la beauté des lieux dans lesquels vous allez voyager, que ce soit d'ailleurs des environnements naturels, des prairies, le bord de mer, la montagne, ou même des environnements citadins, comme la ville de Novigrad qui est très animée et très cosmopolite. Les jeux se démarquent aussi par leur ambiance sonore puisque le studio a choisi de proposer une ambiance musicale qui se base sur des musiques traditionnelles polonaises. Vous avez même pendant le jeu des chants en polonais. Ce qui est également remarquable, c'est que la richesse narrative des jeux n'a rien à envier à celle des livres, puisque vous avez une quête principale qui en soi est pleine de rebondissements, pleine de surprises et bien ficelée, mais aussi ce qu'on appelle des quêtes annexes qui en soi sont de véritables petites histoires. En résumé, on est très loin des quêtes annexes parfois assez ennuyeuses de certains jeux de rôle et assez répétitives. Je sais pas, je pense par exemple à World of Warcraft où on vous demande d'aller ramasser 10 champignons ou d'aller tuer 12 loups. Enfin, le jeu propose un mécanisme de choix, c'est-à-dire que c'est le joueur qui va pouvoir prendre telle ou telle décision à la place de Geralt. C'est un point qui, à mon sens, renforce l'immersion puisqu'il permet aux joueurs de se mettre à la place de Geralt dans un univers où rien n'est tout noir ou tout blanc et où les décisions sont souvent difficiles à prendre. En fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'a pu proposer CD Projekt Red parce que quand vous avez lu en fait tous les livres et que vous avez adoré cet univers, là vous avez en fait la possibilité de continuer et de retrouver vos personnages préférés pour de nouvelles aventures. Et ça, c'est juste génial. Pour moi, à la différence d'une adaptation en série, qui certes est assez cool, quand vous jouez à un jeu vidéo, c'est pas une dizaine d'heures que vous passez avec les personnages que vous aimez, c'est une quarantaine, une cinquantaine, peut-être comme moi, une centaine d'heures que vous allez passer avec eux. Et en fait, ne serait-ce que compte tenu du
temps passé et du fait aussi que vous êtes actif, parce que quand vous jouez à un jeu, vous êtes actif et dans celui-là en plus vous prenez des décisions aux côtés du personnage, contrairement en fait à une série où vous vous contentez de regarder. Le temps passé et cette implication, pour moi, elle crée un attachement qui est difficilement reproductible via une série télé. Peut-être que pour la série, ça viendra avec le temps. Je pense par exemple à un Game of Thrones. C'est sûr qu'en 8 saisons, vous avez le temps de construire quelque chose et de vous attacher au personnage. Là, pour le moment, The Witcher, on n'a qu'une saison. Donc c'est vrai que c'est difficile de se prononcer. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je pense que le jeu vidéo a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel de ce côté-là. Il est probable qu'un certain nombre d'entre vous regardent cette vidéo parce que vous avez vu la série et qu'avec un peu de chance elle vous a plu et que du coup vous vous demandez si vous devez ou pas vous lancer dans la lecture des romans. Il se trouve que cette série a un certain nombre de qualités, mais à mon sens aussi des défauts que n'ont pas les livres. Et du coup, je ne peux que vous encourager à découvrir ceci et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour le coup, la série est vraiment une adaptation des livres, de l'histoire des livres, contrairement aux jeux vidéo. Attention, si vous n'avez pas vu l'intégralité de la saison 1 de Netflix, si vous avez vu que les premiers épisodes, je risque de spoiler 2-3 trucs. Donc voilà, juste soyez prévenus. Le premier aspect que je voulais aborder, c'est l'univers. La série fait, à mon sens, des efforts pour rendre le côté dark fantasy de l'univers de The Witcher. En effet, de base, l'univers du sorceleur, c'est un univers donc de dark fantasy, c'est-à-dire qu'il est relativement sombre et non manichéen. Et ça, on le voit assez bien dans la série, dès les premiers épisodes, avec cette notion de lesser evil, donc de moindre mal. Dans The Witcher, aucune faction, aucun parti n'est véritablement bon ou mauvais. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui peut valoir la comparaison avec Game of Thrones, ce non-manichéisme, même si à mon sens, je trouve très maladroit le choix d'avoir en grande partie basé la campagne de communication autour de la série The Witcher sur cette idée que ce serait le successeur de Game of Thrones. Il me semble que les deux univers sont quand même très différents. Dans The Witcher, les intrigues politiques existent, mais par rapport à Game of Thrones, elles sont plutôt en toile de fond, là où, au contraire, la magie est très présente dans l'univers de The Witcher, alors que dans Game of Thrones, elle est au contraire très effacée. Là où je vous conseille de lire le livre, c'est que l'univers de The Witcher est pour moi beaucoup plus riche que la série ne le laisse paraître. La série fait le choix de ne pas trop détailler les mécanismes sous-jacents qui régissent l'univers de The Witcher. Et c'est d'ailleurs peut-être assez judicieux puisque ça évite d'alourdir la narration. Elle choisit de davantage se concentrer sur l'histoire et les personnages. Mais du coup, pour moi, on perd un petit peu ce qui fait en fait la densité de cet univers. Et pour moi, quand on aime les univers de fantasy, eh ben, on aime aussi les univers complexes, les univers détaillés. Et on va en fait être à la recherche de tous ces petits détails, de tout ce petit foisonnement de détails qui vont faire que l'univers nous paraît extrêmement étendu, extrêmement bien pensé et finalement aussi crédible que l'est notre propre monde. C'est ce genre en fait de petits détails, c'est ce genre d'explication qui va faire que cet univers va se démarquer d'un autre. Le livre vous en dira beaucoup plus sur tous ces aspects-là que la série. Vous apprendrez comment se passe exactement la formation des sorceleurs. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui différencie par exemple un sorceleur, je sais pas, d'un simple mercenaire? Ce sont des guerriers qui préparent énormément leur combat. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'utilisation des potions, l'utilisation des herbes. Ça, c'est des choses qui sont suggérées dans la série. On voit Geralt, je sais pas, avaler une potion.
mais on n'en sait pas beaucoup plus. On apprendrait aussi en quoi la magie qu'utilisent les sorceleurs est différente de celle qu'utilisent les mages comme Yennefer par exemple. Vous apprendrez des choses aussi anecdotiques que pourquoi Gérald a les cheveux blancs par exemple. Voilà. Dans la série, ça peut paraître juste une sorte de choix esthétique, alors qu'en réalité, il y a une raison derrière tout ça qui font partie de l'histoire du personnage. Ensuite, il y a un autre aspect qui manque pour moi dans la série. Alors vous me direz peut-être qu'il va venir avec le temps, mais là je peux juger que sur ce que j'ai. Un aspect en plus qui pour moi fait toute l'intelligence de cette saga et qui fait aussi qu'elle est, à mon sens, très contemporaine, même si c'est de la fantaisie. Il s'agit de la place que prend la question du racisme dans l'univers du sorceleur. Sapkowski fait le choix de traiter sous de nombreux angles le racisme et l'intolérance en transposant, je trouve très intelligemment, les tensions qui peuvent exister entre différentes couleurs de peau ou entre différentes nationalités aux tensions qui existent entre les races que l'on connaît bien dans la fantasy. Donc ça va être les hommes d'un côté et puis les non-humains, les elfes, les nains, les gnomes. Vraiment, dans les livres, c'est quelque chose d'omniprésent et d'extrêmement pesant. Dans l'univers de The Witcher, en fait, les non-humains habitaient le continent avant les humains. Et même, d'après ce que raconte la légende, les hommes ont débarqué d'un autre monde au moment de ce qu'on appelle la conjonction des sphères, et ils sont venus dans ce monde-ci puisqu'ils avaient en fait complètement dévasté leur propre monde qui était devenu totalement inhabitable. Au fur et à mesure, les humains se sont de plus en plus étendus en fait sur le continent et ils ont fini par devenir majoritaires par rapport aux non-humains. Ça donne des relations qui sont très difficiles, par exemple entre les elfes et les humains. Et que vous allez par exemple avoir le cas d'un groupe d'elfes qui s'appelle les Scoia'tael et qui en fait est un groupe extrémiste qui lutte pour les droits des elfes et plus largement des non-humains, mais qui a des méthodes un petit peu condamnables parce que un petit peu ardos. Et ça, vous avez les nains qui, au contraire des elfes, qui font le choix en fait de rester très fidèles à leur tradition et du coup dans une relation assez difficile avec les humains. Les nains, eux, à l'inverse, ont fait plutôt le choix de l'assimilation, c'est-à-dire que ils ont choisi en fait d'adopter les coutumes, les accoutrements, le mode de vie des hommes. Et du coup, ils sont un petit peu mieux perçus, mais pourtant, ils sont toujours perçus différemment. Certains se sentent plus proches des elfes, d'autres plus proches des hommes. Vous avez tout un questionnement en fait autour de l'idée que des peuples différents doivent essayer de vivre ensemble. Et que des fois c'est pas toujours facile. Et ça, si c'est pas une problématique de notre temps, je ne sais pas ce que c'est. On est dans un contexte où les gouvernements et la religion manipulent aussi l'information pour arriver à leur fin. C'est quelque chose dont les sorceleurs font les frais. On voit un petit peu dans la série, on voit que Gérald est regardé d'un œil un petit peu inquiet. En réalité, les sorceleurs sont craints. Un homme de religion a publié un livre qui s'appelle le Monstrum, je crois, qui parle des sorceleurs, qui est en fait un véritable pamphlet contre les sorceleurs et qui a eu un succès assez significatif parmi la population, ce qui fait que les sorceleurs sont très mal vus et qu'ils font l'objet de multiples préjugés et que c'est pas toujours facile à vivre. Ce qui fait pour moi que Gérald est un personnage très intéressant parce que c'est une sorte de mutant, il est très proche des hommes et en même temps il est aussi un petit peu non humain. Il est un petit peu en fait à la charnière et ce qui fait que c'est un excellent personnage pour observer les tensions interraciales qui sont à l'œuvre dans l'univers de The Witcher. Gérald, c'est globalement un personnage qui est assez neutre par rapport à ce qui se passe autour de lui. Et ça, à mon sens, ça marche très très bien en livre, un petit peu moins bien en série. Par rapport à Ciri et Yennefer qui ont des histoires très marquées, Gérald, il paraît un petit peu creux et un petit peu inactif, alors que non, il a juste en fait cette neutralité qui nous permet en fait de découvrir le monde à travers ses yeux. Mais encore une fois, je trouve que ça marche mieux en livre qu'en série. Le point fort de cette saga, ce sont ses personnages. Vous avez le personnage de Ciri qui
et franchement promis à une très belle évolution, mais là je veux pas vous en dire trop. Et ensuite vous avez le personnage de Yennefer. Sur ce point, la série a pris pas mal de liberté avec ce personnage et avec les sorcières de manière générale. Des choix dont je suis pas convaincue. Dans le livre, le passé de Yennefer est suggéré à quelques endroits, mais il n'est pas raconté en détail, contrairement à ce qui est fait dans la série. Et pour moi, ça participe aussi d'un certain aura de mystère qu'a ce personnage. En fait, toute la partie où elle est jeune et où est à l'école à Aretusa n'existe pas dans le livre. Choix que je trouve un petit peu surprenant, c'est que la série choisit de faire de Yennefer un cas à part, alors que normalement toutes les sorcières sont plus ou moins logées à la même enseigne. En fait, l'univers de The Witcher étant un univers médiéval fantastique, donc inspiré du Moyen-Âge, qui était une période assez ingrate pour les femmes, on est un peu dans cette idée-là. C'est qu'en fait, toutes les femmes qui ne sont pas suffisamment jolies, qui ont des difformités et qui du coup ont peu de chances de trouver un mari, vont souvent choisir de devenir sorcières et vont miser en fait sur leur intellect et sur les études pour pouvoir se développer et tout de même occuper une place dans la société. La magie d'ailleurs n'est pas innée, elle s'obtient pas en un claquement de doigts parce qu'on est super doué, elle s'obtient après des années et des années d'études difficiles, ce qui je trouve est pas très mis en avant encore une fois dans la série. Et une fois qu'elles sont formées et qu'elles ont développé leur puissance, ce sont toutes les sorcières qui utilisent la magie pour formater leur image et modifier en fait leur image aux yeux des autres et se rendre belle. Parce que c'est une évidence en fait, être une femme belle et attirante, ça les aide tout simplement à être encore plus influentes qu'elles ne le sont habituellement. En fait, j'ai du mal avec la scène de la transformation de Yennefer dans la série, scène que je trouve d'ailleurs inutilement gore. Et dans cette scène, en fait, elle est passive, elle subit sa transformation. En plus, c'est un homme qui dessine en fait sa future silhouette, au lieu de ce qui est proposé dans le livre, c'est-à-dire que n'importe quelle sorcière utilise sa magie, utilise des artifices qu'on pourrait tout simplement comparer au maquillage pour s'embellir et derrière avoir ce qu'elle veut. Et en fait, je trouve ça dommage parce que c'est ok pour une femme de vouloir être belle et de vouloir faire usage de son charme si elle le veut. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de forme de condamnation moralisatrice. Le personnage subit tout ça, au lieu que sa beauté, que la manière dont elle décide d'être belle pour elle et pour les autres soit en fait la continuité de sa puissance en tant que magicienne. Dans l'épisode juste après, tout d'un coup, finalement, elle regrette, elle a envie d'avoir un enfant. Et puis elle en parle à Geralt qui comprend pas. Et ça pareil, je trouve ça un petit peu dommage parce que dans la série, Geralt il invoque le droit de surprise et puis quand il apprend que Pavetta est enceinte, il fait « Oups, oh mon Dieu, c'est horrible ce que j'ai fait ». Alors que dans le livre, il sait très bien ce qu'il fait. Il se doute très fortement que Pavetta est enceinte et la loi de surprise, c'est quelque chose qui est souvent invoqué par les sorceleurs pour en fait regonfler leur rang parce que sinon c'est tellement dur d'être sorceleur qu'il n'y a personne qui voudrait l'être. Le fait que Geralt veut peut-être former les générations futures, mais il y a aussi peut-être l'idée tout simplement que au fond de lui, il a envie peut-être d'être père lui-même. Et du coup, on arrive dans une situation où le désir d'enfant est des deux côtés. Alors que dans la série, je trouve que c'est totalement répercuté sur le personnage de Yennefer. Je trouve en fait que c'est des choix qui sont c'est des choix que je comprends pas. En fait, je vois pas l'intérêt. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, que vous ayez que vu la série, que vous ayez lu le livre et vu la série. Franchement, ça m'intéresse d'en discuter. J'ai pas le fin mot de l'histoire, c'est juste, je m'interroge. Enfin, un aspect qui, je trouve, est un gros point fort du livre, c'est l'attachement qu'arrive à créer l'auteur autour de ses personnages. On les voit vraiment évoluer et on s'attache énormément à eux. Je trouve que c'est une saga de fantasy
qui met assez en avant la parentalité. Le point de vue qui est adopté est assez adulte parce que pour moi en fait les romans de fantasy où vous suivez de jeunes héros d'une vingtaine d'années qui vont se retrouver dans une aventure et puis vont tomber amoureux et puis ça va souvent être quand même la romance qui est assez mise en avant, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Et là, je trouve que ça change en fait. Les deux personnages principaux, Geralt et Yennefer, ce sont deux adultes qui ont du vécu, qui certes sont amoureux, mais la relation est pas toujours facile parce que c'est la vie qui fait ça. Et qui, parce que le destin va se présenter comme ça, vont se retrouver à devenir entre guillemets les parents de Ciri. On s'attache énormément à Ciri. Et en fait, on la voit se former dans son cocon et ensuite on la voit partir et on voit quand même l'effort des parents pour derrière revenir et la protéger. Et voilà, en fait, je trouve que le trio Yennefer, Geralt et Ciri est très très bien construit et très attachant. Je conseille en fait de vous lancer dans l'aventure avec eux et de les suivre parce que c'est sûr, ils vont vous marquer et des années après, ça va vous rester. Et voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire, vous partager sur cette sublime saga qu'est Le Sorceleur. J'espère que je suis pas trop partie dans tous les sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie d'en discuter avec vous, que vous ayez lu les livres, vu la série, joué au jeu. Lequel de ces univers vous avez préféré? Pourquoi est-ce que vous aimez The Witcher? Pourquoi est-ce qu'au contraire vous n'aimez pas? Peut-être. N'hésitez pas à me dire quel est votre Geralt préféré. Est-ce que c'est celui des livres, des jeux ou de la série? Moi, je suis bloquée, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de dire que mon Geralt préféré, c'est ma petite bête poilue que vous avez vue en début de vidéo. J'espère vous avoir appris 2-3 trucs dans cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans la lecture des romans si ce n'est pas encore fait, parce que franchement vous avez beaucoup à y gagner, même si vous avez déjà découvert l'univers via la série ou via le jeu. C'est vraiment une magnifique saga et une saga qui vous laissera, je pense, un souvenir indélébile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, faites de très belles lectures. Allez, salut!